Aujourd'hui, Oliver est de bonne humeur, car il s'est réconcilié avec sa fiancée, Brenda. Bien qu'ils ne se soient pas disputés, Brenda avait la réputation de s'offusquer et de piquer des crises pour des choses insignifiantes, un trait commun aux personnes privilégiées et gâtées. Malgré ses défauts, Oliver était profondément amoureux d'elle, choisissant d'ignorer ces aspects désagréables de son caractère. Alors qu'il passait devant un stand de FL orné de lumières colorées, Oliver décida d'arrêter son SUV et d'acheter le bouquet le plus somptueux pour Brenda. Reconnaissant ses goûts raffinés et ses exigences élevées, il pensait que le bouquet devait être à la hauteur de son statut élevé. Cependant, son humeur s'est rapidement dégradée lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à localiser sa voiture après avoir quitté le magasin. Frustré, il s'est approché d'un employé de la voirie qui était en train de peindre quelque chose. « Où est ma voiture ? Où diable est-elle » s'écrie-t-il. L'ouvrier lui répond calmement, « Vous n'avez pas vu le panneau ? Il est interdit de se garer ici. Votre voiture a été emmenée à la fourrière, je ne suis parti que 5 minutes. Comment ont-ils pu faire ça ? Ma fiancée m'attend au restaurant. Je ne peux pas être en retard, et en plus, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture, s'exclame Oliver, ne t'énerve pas. Le parking est au coin de la rue. Payez l'amende et retournez voir votre fiancé, rétorque l'employé, de plus en plus irrité. Oliver, anxieux et pressé par le temps, ne répond pas, serrant le luxueux bouquet sous son bras, il court vers la fourrière. Arrivé à la fourrière, Oliver s'est empressé d'approcher l'homme de service et de lui présenter les documents nécessaires. Vous avez ma voiture ici, un SUV noir. Voici les documents. Il faut que je la récupère tout de suite, je suis en retard pour une réunion importante, explique Oliver, pas de problème. Répond le gardien du parking endormi. Payez l'amende et prenez votre voiture, mais je n'accepte que l'argent liquide. Le préposé rédige un reçu et cherche de la monnaie à tâtons, ce qui paraît une éternité à Oliver. Vous pouvez laisser la monnaie vous-même. Je suis vraiment pressé, dit Oliver, satisfait de la tournure des événements. Le gardien l'a obligeamment dirigé vers l'endroit où sa voiture était garée. En arrivant à la fourrière désordonnée et délabrée, Oliver remarqua le positionnement désordonné des voitures, signe du manque de diligence du gardien. La porte arrière de son véhicule utilitaire sport est restée ouverte, ce qui l'amène à demander « Pourquoi la porte de la voiture est-elle ouverte ? Je ne sais pas, vous avez peut-être oublié de la fermer. » Il n'y avait pas d'étrangers ici. Vous pouvez vérifier les caméras, répond le garde, qui ajoute soudain avec crainte, il y a quelqu'un à l'intérieur. À ce moment-là, une main couverte de sang s'est appuyée sur la vitre. Un cri perçant et inhumain a traversé l'air, laissant derrière lui une traînée d'écho à glacer le sang. Il émanait d'une femme. Oliver se précipita vers le véhicule et ouvrit la porte arrière, mais il fut confronté à un spectacle qui le glaça d'horreur pendant un instant. Bonté divine, il y a une femme en train d'accoucher, s'exclame le garde en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Oliver. Au secours, je crains pour ma vie. La jeune femme hurla de toutes ses forces avant de succomber à la douleur. Allez chercher une ambulance et apporter de l'eau chaude ici, ordonne Oliver au garde en fouillant frénétiquement dans le matériel médical de la voiture. Au milieu du chaos, il trouve de l'ammoniac et l'utilise pour ranimer la femme en train d'accoucher. Plaçant un oreiller sous sa tête et une couche jetable propre sous elle, il a eu un coup de chance en réalisant qu'il avait un surplus de fournitures, grâce au fait qu'il conduisait souvent son chien. Des draps et des serviettes propres, récupérés plus tôt dans la journée chez le teinturier, ont été très utiles. Ne paniquez pas, respirez. Rappelez-vous ce que les sages-femmes vous ont appris. Oliver tente de distraire la jeune femme de sa peur. Je m'appelle Oliver. Et vous, qu'en est-il ? Ami, souffle-t-elle entre deux contractions. Elle saisit la main d'Oliver avec une telle intensité qu'elle eut l'impression que ses doigts allaient écraser les siens. Qu'il s'agisse des cris de l'inconnu ou de l'imminence de la naissance, Oliver poussa un cri de douleur. Quelques secondes plus tard, la tête du bébé émergeait. Tu peux le faire, allez, l'exhorta Oliver, oubliant son propre malaise. Les secours arrivent. C'est alors que le bébé est né, un enfant vulnérable, de couleur cramoisie,
au poing serré. Oliver le souleva délicatement, encourageant ses cris d'une légère claque, s'assurant qu'il prenait sa première respiration. Enveloppant le nouveau-né dans un drap propre, il poussa un soupir de soulagement, reconnaissant de la chaleur et de l'espace de son SUV. « C'est un garçon. Tu as un fils », s'exclame Oliver avec joie. Amy réussit à esquisser un faible sourire, mais les tourments de l'accouchement reprirent rapidement le dessus sur ses traits. Une autre vague d'agonie la submergea, et bientôt, un autre bébé, cette fois, un garçon légèrement plus petit, vint au monde, ses cris emplissant l'air. Rapidement, Oliver l'emmaillota lui aussi, apportant silence et chaleur au nouveau-né dans le confort douillet de la voiture. Épuisé, Amy s'allongea, enveloppée dans la couverture qu'Oliver lui avait fournie. « Je vous remercie. Sans votre aide, j'aurais été perdue, » murmure-t-elle, les yeux brillants de gratitude. « Mes précieux fils. Je suis tellement soulagée que tout aille bien. » Sa voix s'éteint lorsque la soif l'envahit. Oliver lui tendit rapidement une bouteille d'eau minérale qu'elle avala goulûment. Un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je suis désolée de m'être introduite dans votre voiture. » Les contractions ont commencé sur le chemin, une valise. J'étais complètement déconcertée par mes actes. En voyant la voiture garée avec la porte arrière ouverte, j'ai instinctivement grimpé sur le siège arrière, et puis tout est devenu vide. J'ai dû perdre connaissance à cause de la douleur, et vous étiez là, mon sauveur. Oh, je m'excuse d'avoir sali votre voiture. L'important, c'est que tout le monde aille bien, et vous avez admirablement géré la situation. J'ai failli m'évanouir, pour être honnête, dit Oliver en riant, avant de demander « Comment ça se passe là-bas ?» Un garde se précipita vers eux, portant une bassine d'eau tardive. « L'ambulance est déjà là, c'est étonnant », s'exclame Oliver. Peu après, Amy donne naissance à des jumeaux. Un médecin et un auxiliaire médical arrivent rapidement et transportent Amy dans l'ambulance. Oliver porte tendrement les jumeaux, ressentant une inexplicable fierté, comme s'il s'agissait de ses propres enfants. « Il n'y a vraiment pas d'enfants des autres, pensait-il. Il faudra que je dise à Brenda qu'il est temps pour nous de fonder une famille. » Son cœur débordait de bonheur pour Amy et ses fils, et bien sûr, de fierté pour lui-même. Il ne s'attendait pas à agir aussi courageusement, en décidant d'avoir au moins 3 enfants. Plus tard, Oliver se rend à un rendez-vous avec Brenda et arrive au restaurant avec 2 heures de retard. Il se rend compte que Brenda est déjà partie. Le serveur lui tend une note. En le lisant, son sourire s'est effacé. « Comment as-tu pu ? J'ai attendu 1 heure et j'ai compris que tu ne t'intéressais pas à moi. Pourquoi voudrais-je d'un tel fiancé ? Au fait, mon père a plus d'argent et tu n'es pas aussi beau que tu le crois. Je trouverai quelqu'un de mieux. Bonne chance, minable. » Oliver se sentit anéanti après avoir lu cette lettre. La journée avait été écrasante et il n'avait pas la force d'affronter d'autres problèmes. Il hésita à appeler Brenda, préférant éviter la confrontation avec sa fiancée. Il se sentait vidé, comme une batterie épuisée. Ce dont il avait besoin, c'était du réconfort de son fidèle ami qui l'attendait à la maison et d'un bain apaisant. Une demi-heure plus tard, Oliver arriva dans sa maison à 2 étages, impatient de sentir l'odeur du pain et de la vapeur. Il alluma d'abord le sauna dans l'arrière-cour et se rendit compte de sa faim en entrant dans la maison. César, le compagnon à fourrure d'Oliver, a fêté son premier anniversaire. Le fidèle chien a accueilli son maître avec exubérance, aboyant joyeusement et faisant des gestes affectueux. Oliver a pris le chien dans ses bras, sentant la chaleur de l'épaisse fourrure de César contre lui. Le duo a partagé un moment de connexion alors que César se tenait sur ses pattes arrière, léchant le visage d'Oliver. Après quelques minutes, César a signalé son besoin de sortir en grattant la porte avec sa patte. Oliver, reconnaissant l'appel de la nature, a encouragé le chien à faire une promenade pendant qu'il préparait un repas. Épuisé par une journée sans nourriture, Oliver a rapidement préparé un simple dîner de célibataire composé d'œufs brouillés avec du bacon et une salade de légumes. Il a également décongelé un copieux plat de viande avec un os pour César. Alors qu'Oliver place le bol plein devant son ami canin, la gratitude brille dans les yeux de César qui lèche la main d'Oliver.
Dans un moment de vulnérabilité, Oliver confie à son fidèle compagnon son récent chagrin d'amour. Sa fiancée était partie sans lui permettre de s'expliquer, laissant à Oliver un sentiment d'abandon. Il exprime sa gratitude pour l'amour et la compagnie indéfectible de César, reconnaissant le chien comme son véritable et fidèle confident. César était entré dans la vie d'Oliver de manière inattendue, sauvé d'un état désastreux de faim et de froid. D'abord chétif, il a retrouvé la santé grâce à la détermination et aux soins d'Oliver. Contrairement aux prévisions pessimistes du vétérinaire, le lien entre l'homme et le chien s'est renforcé de jour en jour, et César est devenu une source de réconfort pour Oliver, en particulier dans les moments difficiles. En se remémorant le passé, Oliver a raconté qu'il s'était trop endormi un matin, ce qui avait inquiété son assistante. Face à la complexité de la vie, Oliver a trouvé du réconfort dans la présence de César, appréciant la simplicité de l'amour inconditionnel que le chien lui prodiguait. L'assistant, sensible à la situation d'Oliver, lui a offert son soutien et des conseils pratiques, comprenant les défis posés par les événements inattendus et les incertitudes de la vie. En riant de la façon dont son assistant s'esclaffait, deux petits garçons robustes sont venus à l'esprit d'Oliver alors qu'il se remémorait les nourrissons de la veille. Soudain, un désir intense de rendre visite à Amy et à ses jumeaux nouveau-nés s'est emparé de lui. Il était intrigué, se demandant comment la jeune mère s'était retrouvée dans une situation si particulière après avoir reçu la liste et s'être procuré divers articles. Il se rendit rapidement à la maternité où Amy avait été emmenée la veille. En entrant, les infirmières s'animèrent en voyant Oliver avec les gros sacs. L'une d'elles s'enquiert, « Oh, quel père généreux! Et qui êtes-vous venu voir, jeune homme? » « Je suis venu voir Amy. Elle a donné naissance à des jumeaux dans ma voiture hier, » répond Oliver, surpris par le changement d'expression des infirmières. « Vous êtes là pour la voir? » demande l'une d'entre elles, les yeux écarquillés. « Nous pensions qu'il s'agissait d'une sans-abri parce qu'elle n'avait rien sur elle, pas même des papiers. Nous avons dû la placer dans un service surpeuplé. » « Pourquoi avez-vous laissé partir votre femme comme ça ?» Oliver se sent mal à l'aise sous les regards réprobateurs des femmes, mais il se défend, « Ce n'est pas ma femme, et je ne suis pas un père. C'est arrivé dans ma voiture, et je l'ai aidé à accoucher. » En entrant dans la chambre, il a immédiatement repéré l'endroit où Amy était allongée. À côté d'elle se trouvait une table de chevet vide, tandis que les autres femmes avaient des tables débordant de nourriture, de vêtements et d'articles de puériculture. Il était évident que leurs maris et leurs proches leur avaient rendu visite, mais personne n'avait rendu visite à Amy. Elle portait une chemise d'hôpital défraîchie et il n'y avait qu'un seul verre d'eau sur sa table. Le cœur d'Oliver se serra de pitié. Il s'est approché de son lit, où elle était allongée, le dos tourné au mur. « Waouh, Oliver, se réjouit-elle, tu es venu, et tout ça c'est pour moi? Tu es fou, pourquoi as-tu apporté tout cela ?» Elle était surprise, mais il était clair qu'elle avait récemment pleuré, car ses yeux étaient gonflés et rougis. Oliver s'émerveille de la chaleur et de la simplicité avec lesquelles Amy l'accueille. « Ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres choses dans la voiture. Après tout, je ne suis pas une étrangère pour vous. Et pourquoi pleurais-tu juste un peu ?» J'étais bouleversée. Je me souvenais de ma vie sans valeur. Je travaillais comme plongeur, je gagnais des sous, et parfois je n'avais même pas de quoi me loger. Je devais dormir dans les gares ou dans les refuges pour sans-abri. C'était effrayant, j'étais toute seule, et ici je vois des mères avec leurs bébés et leurs parents heureux de leur rendre visite. Personne n'a besoin de moi, renifle Amy, ce sont vos fils qui ont besoin de moi. Oliver rassure Amy, reconnaissant la vérité de ses paroles. Il n'avait nulle part où aller après que le fiancé d'Amy l'eut rejeté et que son beau-père l'eut chassé, sous prétexte qu'il ne voulait pas de fardeau. Amy se lamente sur le fait que son beau-père, qui se consume dans l'alcool et passe du temps avec ses amis, vit dans l'appartement de sa défunte mère. Alors que les choses étaient tolérables du vivant de sa mère, ses fils souffraient maintenant. Au milieu des larmes amères d'Amy, Oliver la réconforte en l'entourant de son bras. Essayant d'offrir une solution, il propose un plan.
Oliver a suggéré qu'ils envisagent de l'embaucher en tant que manager. Il a assuré à Amy qu'il lui offrirait un congé de maladie et un congé de maternité, qu'il lui fournirait une carte de salaire et qu'il lui trouverait un appartement pour elle et ses enfants. Amy, submergée par le bonheur, n'en croit pas ses yeux et regarde Oliver avec incrédulité. Après cette conversation, Oliver a tenu sa promesse. Après l'hôpital, il se rend à son bureau et demande à son assistante de s'occuper du remplacement d'Amy et de la dédommager. Pendant ce temps, des femmes curieuses se sont rassemblées autour du lit d'Amy, louant la générosité d'Oliver. Le lendemain, Oliver rend visite à Amy pour s'enquérir de la santé des bébés. Toute la maternité attend sa présence, s'interrogeant sur la suite des événements. La scène ressemblait à un miracle, comme si un riche prince avait pris sous sa tutelle un berger défavorisé. Ignorant les regards curieux, Oliver et Amy se concentrent sur leur conversation et sur les deux bébés qui explorent le monde. Fidèle à sa parole, Oliver a remis à Amy une carte bancaire et un nouveau smartphone. Il lui a assuré qu'il y en avait assez et l'a encouragée à ne rien se refuser. Reconnaissante et embarrassée, Amy a trouvé cela surréaliste, exprimant son incrédulité. Oliver minimise le geste, affirmant qu'il est essentiel d'aider les autres. Il a déclaré leur amitié et a exprimé son désir d'être le parrain de ses garçons, nommés Oliver et Thomas, en son honneur et en mémoire de sa défunte mère, le père. C'était une bonne âme, malgré son départ prématuré. Merci. C'est un plaisir. Oliver sourit d'un air approbateur. Je dois partir maintenant, adieu, je reviendrai demain, promit-il, tandis qu'une foule de curieux se rassemblait à nouveau autour d'Amy. Si je peux me permettre, combien avez-vous reçu sur votre carte, demande l'un d'eux. Je n'ai pas encore vérifié, avoue Amy en prenant son téléphone. Elle déverrouille le message de la banque et est stupéfaite. Les femmes s'agglutinent, regardant l'écran du smartphone avec un intérêt avide. La générosité d'Oliver les a toutes étonnées. Impressionnant, en effet. Avec cette somme, vous pourrez vivre confortablement. Quelle chance vous avez, Amy, d'avoir un homme aussi splendide, remarque l'une d'entre elles. Est-il marié, par hasard, demande une autre. Je n'en suis pas sûre, répond Amy, découragée. En vérité, elle nourrissait des sentiments pour Oliver mais hésitait à les révéler, craignant d'être perçue comme une chasseuse de fortune. Quelle sorte de chasseuse de fortune suis-je, se demande-t-elle. Je suis une mère de 2 enfants sans ressources. L'idée qu'Oliver puisse être marié la perturbe légèrement. Sentant sa détresse, les autres femmes se dispersent discrètement, espérant son bonheur. Pendant ce temps, Brenda rencontre Marina, l'épouse de l'assistant, dans un restaurant. « Pourquoi es-tu seule ici sans ton fiancé ?» demande Marina. « Oh, vous n'êtes pas au courant. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Qu'il s'en repente, qui a besoin d'un homme d'affaires de la classe moyenne comme lui ?» se moque Brenda. « Tu ne devrais pas dire du mal de sa profession, » réplique Marina. Leur entreprise est florissante. Ils ont récemment décroché un contrat important, peut-être que la chance leur a souri après cette noble action, ajouta-t-elle d'un ton énigmatique. Quelle noble action ? Interrogea Brenda, intriguée par le succès soudain de son ancien fiancé. Oliver a aidé une femme défavorisée à accoucher dans sa nouvelle voiture, vous imaginez ? Des jumeaux sont nés et il lui rend visite tous les jours. Elle s'appelle Amy, si ma mémoire est bonne, révèle Marina en souriant. Ce sont ses enfants ? S'emporte Brenda. Pourquoi cries-tu ? Oliver a affirmé qu'ils n'étaient pas les siens et qu'il ne l'avait rencontré que récemment. Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet avec vous. Passez une bonne journée, répond Marina calmement, se distançant de l'éventuelle colère de Brenda. Brenda, furieuse, se dirigea à toute allure vers la maternité, l'esprit envahi de pensées obscures et de conjectures scandaleuses concernant Oliver et la mystérieuse femme. Si ce ne sont pas ses enfants, qui peuvent-ils être, s'emporte-t-elle intérieurement. Cet ami est plus rusé que je ne le pensais. Quelle honte!
L'arrogante Brenda n'a pas supporté une telle humiliation et s'est empressée d'aller affronter la situation. Amy, qui fait irruption dans la pièce, exige de savoir qui est l'autre femme. C'est moi, Amy, répond l'intruse, la voix pleine de dérision. Tu essaies de me voler mon fiancé, penses-tu qu'en donnant naissance à tes enfants laits, tu seras heureuse? Tu es misérable, et si tu t'approches d'Oliver, je te ruine. Cria Brenda, furieuse. Mes enfants ne sont pas laids, et il n'est pas leur père. Je vous en prie, partez, je ne prendrai le fiancé de personne, s'écrie Amy, les larmes aux yeux. Si tu ne pars pas de toi-même, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mon père mettra vos enfants dans un orphelinat et vous en prison. Il trouvera bien quelque chose pour t'incriminer. Tu comprends, voleuse des hommes d'autrui, sors d'ici. L'une des femmes du quartier se lève et menace Brenda. Vous faites peur à nos enfants. Laisse-la tranquille, ou nous te jetterons dehors la tête en bas. Sors d'ici, espèce de poule plumée. Brenda, déconcertée par cette réponse musclée, recula sous le coup de la colère et des larmes. Elle a claqué la porte et s'est enfuie dans le couloir, laissant dans son sillage les regards choqués du personnel soignant. Le lendemain, Oliver est venu chercher Amy et les bébés à la maternité. L'appartement était entièrement préparé et équipé de tout ce dont ils avaient besoin. Il a apporté des fleurs et des friandises pour les infirmières et s'est dirigé vers le service d'Amy avec une expression joyeuse sur le visage. Mais Amy n'est plus là, que voulez-vous dire? Elle n'est plus là, dit l'une des femmes en réponse à l'incrédulité d'Oliver. Une blonde folle est venue ici et l'a insultée de toutes les façons possibles, l'a menacée de prison. C'est pour ça qu'Amy s'est enfuie pour de bon. Heureusement, ils l'ont convaincue de prendre la carte bancaire d'Oliver, sinon elle se serait perdue dans la ville. Oliver s'est serré la tête, devinant qui était responsable. Les femmes se contentent de hausser les épaules. Pourquoi avez-vous fait du mal à Amy? Qu'est-ce qui t'a donné le droit d'agir comme ça? Oliver hurle à Brenda, plus en colère qu'elle ne l'a jamais vue. Désormais, elle saura comment regarder les fiancés des autres, rétorque Brenda d'un air capricieux. Oh, je vous en prie, j'essayais juste de l'aider. J'essayais juste de l'aider, d'ailleurs, tu n'es pas vraiment mon fiancé, hein? As-tu oublié que tu m'as quitté? Je suis pauvre et laide pour toi, Oliver s'indigne. Les enfants de qui alors, Brenda? Demanda-t-il en souriant. Comment le saurais-je? S'exclama Oliver. Ce n'est pas mon affaire, mais c'est la mienne. Es-tu folle de me soupçonner? Je ne vous ai jamais trompé, mon Dieu, comme je suis heureux de ne pas vous avoir demandé en mariage. Ce jour-là a été marqué par des circonstances imprévues. Peut-être était-ce providentiel que ma voiture soit remorquée et que j'arrive en retard au restaurant. Je m'excuse, chérie, dit Brenda, troquant la colère contre la grâce. Tu sais, j'ai mes raisons de me comporter ainsi. Les hormones peuvent jouer des tours aux femmes enceintes. Es-tu enceinte? Demande Oliver, surpris. Oui, je le suis, admet Brenda, dont la nervosité est évidente. Je ne suis pas fière de mon comportement, avoue-t-elle sans hésiter. C'est une nouvelle, s'exclame Olivier, tentant de détendre l'atmosphère. C'est quelque chose à fêter. Mais du champagne? J'ai bien peur que vous ne puissiez pas l'avoir, lui rappelle-t-il gentiment. Pourquoi pas? Brenda fait la moue. Alors, l'alcool est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Oliver est surpris par l'ignorance de la jeune femme. C'est tout à fait exact. J'avais complètement oublié. Tu vois, c'est une bonne chose que je t'ai, lui dit-il affectueusement après avoir passé la soirée avec Brenda. En réfléchissant à sa grossesse, Oliver se rend compte que s'il est heureux de devenir père, il a des doutes sur le fait que Brenda soit sa femme. Son intuition lui disait qu'elle n'était pas le bon choix et que l'épouser rendrait sa vie misérable. Il se confie à son père et à Winston, qui réagissent furieusement. Comment oses-tu envisager de quitter Brenda? C'est la fille de mon principal associé. Tu l'épouseras et nous fusionnerons nos actifs pour former une puissante société. Brenda attend aussi mon petit-fils. Si tu me défies,
je te déshériterai, il est trop tard pour faire marche arrière, tu aurais dû y réfléchir à 2 fois, gronde Winston. À contre-séure, Oliver accepte les exigences de Winston. Très bien, programme le mariage dans 3 mois, concède-t-il, décevant mais apaisant son père. C'est dommage que ta mère ne soit pas là pour assister à ce jour, remarque son père avec nostalgie. Au cours des 2 mois suivants, Oliver cherche secrètement Amy, mais en vain, elle semble s'être volatilisée. Pendant ce temps, le comportement de Brenda devient de plus en plus erratique, alimentant la frustration d'Oliver. Son père, quant à lui, s'occupe de Brenda, ignorant les inquiétudes d'Oliver. Le temps passe et le ventre de Brenda ne grossit pas. Ce qui rend Oliver de plus en plus anxieux. Il s'était beaucoup renseigné sur la grossesse et l'accouchement, mais Brenda ne montrait aucune envie d'apprendre. Quand allez-vous passer l'échographie ? J'aimerais t'accompagner et poser quelques questions au médecin, demande Oliver un soir. J'irai la semaine prochaine, répond vaguement Brenda avant de mettre fin à la conversation pour appeler son amie et lui faire part de ses problèmes. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Comment commencer à annoncer à Oliver que je ne suis pas enceinte ? Il va probablement me laisser sur place, se lamente Brenda au téléphone. L'amie de Brenda, toujours pleine de ressources, a proposé une solution, mettons en scène une fausse couche. C'est simple. Je connais un médecin qui doit une grosse somme à mon mari. Il vous fournira un rapport médical et vous pourrez régler la dette en échange. Vous êtes un génie, s'exclama Brenda, soulagée. Avec un optimisme renouvelé, elle se sert un grand verre de vin rouge pour fêter l'événement. Le lendemain matin, Brenda rend visite au médecin peu scrupuleux, qui a parfaitement orchestré la mascarade. Il s'agit d'un arrangement clandestin. L'étape suivante consistait à annoncer la nouvelle de la fausse couche d'une manière qui choquerait Oliver, le prenant au dépourvu dans sa routine quotidienne. Pendant ce temps, Oliver était absorbé par son travail, parcourant des documents à son bureau. Sa rêverie est interrompue par l'entrée de sa secrétaire, inquiète. « Je suis désolée », commence-t-elle, la voix tremblante, mais ils ont appelé de l'hôpital, ils ont dit que votre fiancé avait fait une fausse couche. Physiquement, elle est stable, mais émotionnellement désemparée. Brenda insiste pour que vous veniez immédiatement. Sans hésiter, Oliver appelle son chauffeur. Je me rends à l'hôpital, le déjeuner peut attendre. Je préfère y aller seul, déclara-t-il en se précipitant hors du bureau avec urgence. Contournant l'ascenseur pour emprunter les escaliers de secours alors qu'il se dirige vers l'hôpital, l'esprit d'Oliver est un tourbillon d'incrédulité et de chagrin. Comment cela a-t-il pu arriver ? Mon enfant, parti, marmonne-t-il, le cœur lourd de chagrin. Il imagine l'angoisse de Brenda, ce qui alimente son sentiment d'urgence. Perdu dans ses pensées, il a à peine remarqué qu'il s'est engagé dans la circulation en sens inverse, évitant de justesse une collision avec un conducteur âgé. Quelques instants plus tard, Oliver se réveille dans un lit d'hôpital, la tête palpitante et le dos douloureux. Des tubes et des moniteurs l'entourent, rappelant constamment sa situation difficile. Tentant de bouger, il est arrêté par la voix douce d'une infirmière. « S'il vous plaît, ne bougez pas », lui dit-elle, avant d'appeler le médecin. Un médecin d'un certain âge entre dans la pièce et regarde Oliver par-dessus ses lunettes avec inquiétude. « Ah, vous êtes réveillé. »« Bonjour, Olivier, regardez-le. »« Bravo, il semble que la chance soit de votre côté. La voiture est cabossée, mais vous êtes relativement indemne. » Heureusement pour vous, le médecin a essayé de détendre l'atmosphère. « Que voulez-vous dire par relativement indemne ? Je ne sens plus mes jambes, » dit Oliver, dont la peur est évidente. « Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer maintenant ? » Malheureusement, non, Ellie, répondit le médecin. Vos jambes ne fonctionnent pas à cause de la blessure à la colonne vertébrale. Après l'opération, les choses devraient s'améliorer, mais nous ne pourrons procéder qu'une fois que tout votre corps aura récupéré. L'essentiel est que vos bras, vos jambes et votre tête soient intacts. Parfois, les accidents laissent les gens en morceaux, mais vous allez bien. L'essentiel est de rester calme et de vous reposer, conseille le médecin avant de partir et de donner des instructions à l'infirmière. Bientôt,
Winston entre dans la pièce, le visage marqué par l'âge et l'inquiétude. Avec quelques cheveux gris qui brillent sous le soleil. J'ai cru que j'allais te perdre, dit-il avec inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi conduisais-tu comme ça? J'ai appris que Brenda avait fait une fausse couche. J'étais bouleversée et je me suis précipitée chez elle, a répondu Oliver, la poitrine lourde à l'idée de perdre un enfant. Pendant que tu étais dans le coma, Brenda a trouvé un nouveau prétendant et a passé du temps avec lui dans des boîtes de nuit. Elle ne semble pas faire le deuil de son enfant. Elle nous a peut-être manipulés tous les deux. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de grossesse. Les miens ont consulté le médecin qui a délivré le certificat de fausse couche sous ses ordres. Brenda voulait l'argent, pas vous. J'ai rompu tous les liens avec sa famille. Je ne sais pas si son père va nuire à mes affaires, mais elle est une menace. Elle ne s'est pas excusée et ne t'a pas rendu visite une seule fois. C'est à cause d'elle que vous êtes ici, et à cause d'elle, vous risquez d'être confiné dans un fauteuil roulant pour toujours, explique Winston. En prononçant ces mots, l'homme désemparé a baissé la tête, impuissant. En entendant cette révélation, Oliver a perdu tout intérêt pour la vie. Son regard se ternit et son visage se transforma en pierre. Pourquoi y a-t-il des gens qui ne me comprennent pas? Se demande-t-il. Tout le monde veut quelque chose de moi. Oliver ne se soucie plus guère de son environnement, de ses biens ou de sa situation actuelle. Il n'avait aucun enthousiasme pour son bien-être et refusait catégoriquement les procédures, y compris les exercices thérapeutiques et la thérapie manuelle. Oliver est resté silencieux et n'a pas réagi à tout le monde, même lorsqu'il a été ramené à la maison, où des amis proches et des collègues s'étaient rassemblés pour l'accueillir. Il n'a manifesté aucun intérêt, assis dans son fauteuil roulant avec une expression vide. Un mois s'est écoulé et il était temps de préparer l'opération. Le père d'Oliver, naturellement, se sentait plus concerné que quiconque par le bien-être de son fils. Les conseils médicaux étaient clairs, des exercices spéciaux étaient nécessaires pour faciliter le rétablissement après les complications de l'opération. Je ne veux pas, a déclaré Winston, je n'en vois pas l'utilité. Je me débrouillerai très bien. La réponse d'Oliver est détachée. Constatant l'abattement d'Oliver, son père n'a pas lésiné sur les moyens pour engager les meilleurs psychothérapeutes, mais tous leurs efforts sont restés vains. Oliver reste insensible à leurs tentatives de communication. Malgré l'engagement de plus de 10 infirmières professionnelles, chacune ayant une formation médicale, aucune n'est restée plus d'une semaine dans leur foyer. Le tempérament d'Oliver s'était complètement détérioré, ses remarques acerbes et son refus de coopérer ont eu raison de toutes les personnes chargées de s'occuper de lui. Prenez soin de votre fils vous-même, s'exclame la dernière infirmière, frustrée par le comportement d'Oliver. Vous avez perdu la tête, je ne suis pas votre serviteur. Je ne supporterai pas ce traitement. Sur ces mots, elle est partie en claquant la porte derrière elle. La rumeur s'est rapidement répandue dans les cercles médicaux au sujet de ce patient difficile, dissuadant d'autres personnes de prendre la responsabilité de s'occuper d'Oliver, quelle que soit la rémunération. Désespéré, le père d'Oliver et la vieille gouvernante, déjà accablés par de nombreuses tâches, se chargent même des soins, cherchant frénétiquement une infirmière appropriée. Ils publient une annonce dans le journal local et reçoivent des réponses de diverses personnes, des femmes âgées qui ont elles-mêmes besoin de soins, des jeunes femmes maquillées qui tiennent à peine debout et même un sans-abri. Puis, un jour, on frappe doucement à leur porte. Une femme modeste et séduisante se tient là et inspire immédiatement confiance à Winston. Il l'invitait à entrer et la salue chaleureusement. « Vous cherchez une aide-soignante pour une personne malade ?» demande-t-elle. « Je n'ai pas de formation médicale officielle, mais je me suis occupée de ma grand-mère. Je peux administrer des injections, effectuer des tâches d'hygiène, nourrir le patient, l'accompagner dans ses promenades et le distraire. Cependant, je ne peux pas passer la nuit sur place en raison d'obligations familiales. Voici mon curriculum vitae. Voulez-vous le consulter ? Tout d'abord, je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir répondu. Je vous en prie, entrez.
J'aimerais vous présenter mon fils, il a 30 ans, c'est un homme bien, mais il a été très perturbé par sa maladie, dit le vieil homme soulagé, oubliant de s'enquérir de son nom. Frappant à la porte d'Oliver, il annonce leur présence. « Qui est là ? Que voulez-vous ? » lui répondit-on, irrité. L'homme et la future aide-soignante entrent dans la pièce. En la voyant, Oliver, Amy s'est figé de stupeur quand Oliver s'est exclamé « Amy, tu es enfin arrivée. Je t'ai cherché partout. » Haletante, Amy se précipite vers Oliver et s'agenouille devant sa chaise, ses mains se tendent pour toucher ses jambes immobiles. « Oliver, que s'est-il passé ? Pourquoi ne peux-tu pas marcher ? Comment est-ce possible ? » Les larmes lui montent aux yeux en voyant le visage de son fils s'illuminer de bonheur. Le père d'Oliver pousse un soupir de soulagement. « Comment vous connaissez-vous si bien tous les deux ? » demanda-t-il, la curiosité piquée. « C'est une longue histoire, papa, » répond Oliver en souriant. « Je t'expliquerai plus tard. » Pour la première fois depuis 2 mois, Olivier ressent une lueur d'optimisme. Son père, reconnaissant cela, décida de les laisser tranquilles et se retira dans son bureau pour organiser un dîner de célébration plus tard dans la soirée. Amy s'émerveille de la table magnifiquement dressée lorsqu'elle entre dans la salle à manger avec Oliver. Il manœuvrait joyeusement son fauteuil roulant. « C'est merveilleux, » a-t-elle remarqué. « Nous voulions vous exprimer notre joie de vous avoir parmi nous, Amy, » ajouta Winston, qui se sentait encouragé. « Merci de vous être jointe à nous. Je ne pouvais pas accepter de paiement de votre part, » a répondu Amy gracieusement. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas à ce sujet, vous méritez d'être récompensé pour vos efforts, » dit Oliver. « Tout travail doit être récompensé, surtout le vôtre, je ne discuterai pas, » concède Amy. « Mais s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, êtes-vous toujours anxieux à propos de l'opération, Oliver ? » Amy lui demande doucement, en lui serrant la main. « N'oublie pas ce que nous avions convenu, bien sûr que non. » « J'ai hâte de me remettre sur pied, » lui assure Oliver en lui jetant un regard affectueux. Observant l'affection de son fils pour Amy et son influence apaisante, Winston ne peut s'empêcher de sourire. Un peu d'engouement n'a jamais fait de mal à personne, pense-t-il, avant d'inviter tout le monde à table. Pendant ce temps, alors qu'Oliver se concentre sur sa guérison, Brenda saisit l'occasion de se débarrasser d'un autre prétendant qu'elle juge indigne. En apprenant les progrès d'Oliver et l'implication d'Amy, la jalousie et l'inconstance de Brenda l'amènent à concocter un plan pour semer la zizanie. Stylo en main, elle écrit une lettre anonyme dans laquelle elle prétend qu'Amy est une chercheuse d'or manipulatrice qui est tombée intentionnellement enceinte des jumeaux d'Oliver 1 an auparavant, et qu'elle a l'intention de s'emparer du domaine et de l'entreprise familiale et d'envoyer Winston dans une maison de retraite. Le lendemain matin, Winston reçoit la lettre accablante par courrier. Furieux, il entre en trombe dans la chambre d'Amy, exigeant des réponses. « Est-il vrai que tu as donné naissance aux enfants d'Oliver dans sa voiture ?» hurle-t-il, la colère palpable. Il avait les yeux qui clignotaient. « Oui, c'est ce qui s'est passé. » répond calmement Amy. « Peut-être avez-vous aussi des sentiments pour mon fils. »« Oui, » admit-elle honnêtement, mais Oliver n'en sait rien. « C'est pour cela que tu es venu ici pour l'épouser et le prendre pour toi, » s'écrie Winston. « Je ne veux rien de vous. Je suis juste venu ici pour travailler. » Amy s'est exclamée, « Sortez de chez moi. » Winston lui a montré la porte. Amy n'a pas été autorisée à dire au revoir à Oliver et elle n'a pas eu d'autre choix que de quitter la maison 1 heure plus tard. Lorsqu'Oliver est arrivé en fauteuil roulant pour le petit déjeuner, il a demandé « Où est Amy ?»« Je l'ai mise à la porte, » a répondu le père. « Pourquoi avez-vous besoin de cette mendiante ? Je ne veux pas que nous soyons associés à elle. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» s'exclame Oliver. « Je viens de trouver mon âme sœur, et tu n'as pas le droit de contrôler le destin des autres. Vous m'aviez promis Brenda comme épouse, et que s'est-il passé ?» Oliver se sentit offensé et partit dans le jardin près de la maison, tandis que son père restait assis à la table, fronçant les sourcils et relisant la lettre 1 heure plus tard. Il alla s'excuser auprès de son fils et admettre qu'il avait peut-être cru en vain à la lettre anonyme, mais il ne le trouva pas dehors. «
Que as-tu fait? Vieux con, Winston se serre la tête et se met à pleurer de désespoir. Il trouve le CV d'Amy, qui contient son adresse, et s'y rend. La maison se trouve à la périphérie de la ville. Winston frappa à la porte et la dame âgée de l'appartement ouvrit immédiatement en reconnaissant qui se tenait devant elle. Elle fit un signe de tête silencieux vers la pièce où se trouvaient Amy et les enfants. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda la jeune femme en voyant l'intrus entrer. « Pardonne-moi. Amy. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai reçu une lettre anonyme avec toutes sortes de choses méchantes écrites sur toi, et j'ai perdu le contrôle, je t'ai insulté sans comprendre. Eh bien, vous avez donné naissance au bébé de mon fils, et ce n'est vraiment pas mes affaires. Mon travail consiste à offrir une vie décente à mes petits-fils. Revenez avec les enfants, s'il vous plaît. D'accord, a-t-elle souri, mais ce ne sont pas vos petits-enfants. Ils sont de mon fiancé qui m'a abandonné il y a longtemps. Quant à Oliver, il m'a juste aidé quand j'en avais vraiment besoin. Vous avez élevé un homme bien. Merci pour cela. Quand Amy a raconté les détails de sa vie, Winston s'est senti très honteux et a demandé qui s'occupait des bébés pendant que tu travaillais pour nous. Amy a répondu. Je lui suis vraiment reconnaissante. Je vois, Amy. Ne nous souvenons pas du passé, mais je vous demande sincèrement de revenir, et l'idéal serait que vous emmeniez les enfants. Cependant, j'ai des nouvelles peu réjouissantes. Oliver a disparu. Il est allé quelque part en fauteuil roulant et n'est pas revenu. Je pensais qu'il était avec vous. Winston s'interroge. Comment a-t-il disparu? S'enquiert Amy avec anxiété. Nous devons le localiser. Si quelque chose lui est arrivé, ou s'il a besoin d'aide, nous devons commencer nos recherches immédiatement. Les bébés resteront avec Mrs. Mad pour le moment, mais ils n'ont pas eu le temps de quitter l'allée qu'ils aperçoivent un homme seul en fauteuil roulant qui s'approche d'eux. Amy est la première à le reconnaître et se précipite pour le saluer. « Comme tu nous as fait peur, Oliver !» s'exclame-t-elle. « Comment peux-tu être aussi malpropre ? Tu es sur le point de subir une opération », fit remarquer Winston sur un ton de reproche. « Tu as failli provoquer une crise cardiaque chez ton père. » Oliver rit de bon cœur et joyeusement. Il se rendit compte que ses deux individus préférés s'étaient découvert un langage commun. Et cela le rendit heureux. « Je veux rentrer à la maison, » dit-il. « Où sont les petits Oliver et Tom ? » Ils sont chez moi, on s'occupe d'eux, ne t'inquiète pas, le rassure Amy, alors qu'ils entrent dans la maison avec une foule animée. La gouvernante battit des mains, ravie de voir la maison lugubre se remplir à nouveau de vie pour les petits et Amy. La pièce la plus lumineuse et la plus chaleureuse a été désignée pour Oliver, qui a personnellement supervisé tous les préparatifs. Le père se réjouit de la transformation de son fils. Le soir venu, alors qu'Oliver jouait avec les enfants, Amy s'approcha discrètement de Winston et s'assit à ses côtés. « Merci pour tout, » murmure-t-elle doucement. « Je vais te dire un secret. Oliver m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Oh, quelle nouvelle! Appelle-moi papa, dit Amy affectueusement à Winston. En quelques mois, Oliver se déplaçait déjà dans la maison, certes avec une canne, mais sur ses deux pieds. L'opération a été un succès et le problème n'était pas aussi grave que les médecins l'avaient craint, de sorte qu'Oliver s'est rapidement rétabli. Oliver et Amy ont passé leur nuit de noces dans le manoir de Winston. Ils n'ont pas invité beaucoup de monde, seulement des amis proches et des parents. Le jeune couple est heureux, et des vœux et des toasts bruyants leur sont adressés pendant les festivités. Brenda arrive à l'improviste, sans avoir été invitée. Elle n'était plus la beauté audacieuse, mais paraissait fanée et dévastée. Tout le monde se tait, s'attendant à un tour de passe-passe de la part de cette fille égocentrique. « Je m'excuse d'avoir perturbé votre fête », dit Brenda en baissant la tête. « Je suis venue m'excuser auprès d'Oliver et d'Amy. Je suis venue m'excuser auprès d'Oliver et d'Amy, je leur adresse mes vœux les plus sincères pour leur joie. Si possible, trouvez dans vos cœurs la force de me pardonner. » Brenda prit délicatement dans ses mains un petit cadeau méticuleusement emballé et le déposa parmi les autres cadeaux,
les doigts tremblants. Oliver lui jette un regard dédaigneux, rejetant toute offrande de la part de celle qui est responsable de la profonde douleur et de la souffrance de sa famille. Le silence est rompu par Amy, qui comprend intimement l'expérience de Brenda en tant qu'exclue sociale. Je ne peux pas parler au nom d'Oliver, mais j'ai choisi de te pardonner. Aujourd'hui, c'est notre jour de bonheur, et je refuse qu'il soit gâché. Merci pour le cadeau, il faut du courage pour reconnaître ses erreurs. Entrez, faites comme chez vous, déclare chaleureusement Amy, surprenant Brenda qui se met à pleurer sous l'effet d'un accueil inattendu. Quelque chose s'est brisé en elle, et la honte et le chagrin refoulé ont jailli. Il était évident qu'un incident grave avait profondément marqué sa vie. Amy émergea de derrière la table, enveloppant Brenda d'une étreinte réconfortante. « Viens, tu vas tout partager avec Oliver et moi », murmure Amy d'un ton apaisant, en guidant Brenda vers un espace plus privé. La femme en larmes n'opposa aucune résistance et suivit docilement Amy, reconnaissant le potentiel d'aide de ce moment inattendu. Malgré la réticence d'Oliver à faire face à son ex-fiancé, l'état de détresse de la jeune femme l'émeut et il accepte à contre-ségur de prêter l'oreille après avoir bu un peu d'eau. Brenda commence à se confier. « Mon père est décédé subitement d'une crise cardiaque il y a un mois, nous laissant seuls, ma mère et moi. La fortune de l'entreprise déclinait et les investisseurs hésitaient à collaborer. C'est alors qu'un homme a croisé mon chemin, quelqu'un en qui j'avais confiance. Il prétendait être un cadre supérieur et me couvrait de cadeaux extravagants. Ma mère l'adorait, mais il s'est avéré que c'était un escroc. Il nous a convaincus d'investir dans les crypto-monnaies, a anéanti nos économies et a disparu du jour au lendemain. Nous avons perdu notre maison et il me reste peu d'argent. Je suis rapidement à court, avoue Brenda, personne ne semble vouloir m'embaucher, sous prétexte que je n'ai pas l'expérience nécessaire, déplore Amy. Brenda, de manière inattendue, montre à Amy une photo sur l'écran de son smartphone. Pouvez-vous croire cela, s'exclame Amy, c'est mon ex-fiancé, David. Il s'est enfui avec le reste de mon argent quand il a découvert que j'étais enceinte. Brenda est déconcertée. Quelle coïncidence! Il semblerait que nous soyons devenus amis dans l'infortune. D'ailleurs, je sais où il pourrait se cacher. J'ai entendu une adresse qu'il a donnée à un chauffeur de taxi. Voyons si nous pouvons nous venger. Mais pour l'instant, reste ici avec ta mère. Nous avons assez de place pour tout le monde, peut-être que nous pourrons même forger une amitié. Je n'ai pas vraiment d'amis proches, se dit Brenda. Et crois-moi, j'ai changé. Je sais ce que c'est que d'être sans le sou et méprisé par les riches. Mes actions passées étaient insensées, Amy sourit en connaissance de cause. En effet, elle l'était, acquiesce-t-elle, et elle partage un rire. Leur conversation s'est prolongée dans la nuit, marquant le début d'un lien profond entre elles. Le lendemain matin, Brenda ne tarde pas à porter plainte contre David, en fournissant sa photo et ses relevés bancaires comme preuve. Pendant ce temps, Oliver, adoptant une approche différente, fait appel à l'expertise d'un détective chevronné. Ensemble, ils ont suivi les mouvements de David juste à temps, alors qu'il cherchait déjà sa prochaine victime. Grâce à leurs efforts conjugués, les fonds volés à Brenda ont été retrouvés, ce qui lui a procuré un immense soulagement. Avec l'argent récupéré, elle a acheté une maison modeste mais confortable pour elle et sa mère. Oliver, témoin de la transformation de Brenda, n'éprouve plus d'amertume à son égard. Elle avait en effet changé, devenant plus douce et plus accessible. Amy a également joué un rôle dans l'évolution positive de Brenda. Un jour, alors qu'Oliver s'approche de la maison de Brenda, il est accueilli avec enthousiasme par César, le chien de Brenda, qui porte un mot à son collier. Malgré l'exubérance de César, Oliver réussit à lire le mot, qui contenait la nouvelle réconfortante que tout homme rêve d'entendre: « Vous serez bientôt père ». Le bonheur débordait dans leur maison, avec une famille naissante qui attendait avec impatience son nouveau membre.